Radio Fréquence Atlantique. Donc, sur les ondes, nous avons le 88.3, 93.6 et 105.9. Et puis, un direct donc sur Facebook. Alors, comme d'habitude, nous aurons une partie actualité, une partie déconstruction et la partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. En ce qui concerne l'actualité, nous allons parler pour la Martinique de la nouvelle invasion de Sargasses, pour l'international du séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie. Et en ce qui concerne la déconstruction, nous allons continuer le thème abordé dimanche dernier. Nous allons parler des moyens dont disposent les peuples pour transformer la société. Donc voilà le menu et je vais donc commencer tout de suite avec la question des Sargasses. Alors, nous avons vu dans toutes les actualités parler de cette nouvelle vague importante des dégâts, mais les choses s'aggravent puisque une personne a été intoxiquée gravement et conduite à l'hôpital. Donc, il nous faut revenir sur cette question-là de façon globale pour voir comment nous en sortir. Déjà, comprendre l'origine du phénomène. Maintenant, ça dure depuis 2 décennies, ça s'est aggravé et les scientifiques, globalement, ont un consensus pour dire que la cause principale, c'est le fait que les pesticides, les produits chimiques rejetés la mer et qui proviennent de l'agriculture intensive, notamment les nitrates, déclenchent la croissance de ces algues-là et leur dissémination. Alors, il y a des phénomènes secondaires qui sont aggravants avec la modification des courants maritimes qui font que nos côtes sont particulièrement concernées. Donc, ça fait la cause de départ. Alors, quand on va à la source, on voit que en fait, c'est l'agriculture intensive qui est l'un des éléments le plus important. Et le deuxième niveau, nous avons parlé du dérèglement climatique. Une fois de plus, ça nous montre que la conception productiviste de l'agriculture et globalement du développement économique qui est lié au capitalisme conduisent l'humanité à la destruction totale, avec évidemment les problèmes environnementaux, mais les problèmes sur les espèces animales et humaines, puisqu'en fait, nous en faisons en quelque part. Ça, c'est le premier point qu'on doit bien signaler pour dire que si nous voulons régler de façon durable la question des sargasses, il faut poser le problème de l'agriculture productiviste, du mode de production capitaliste. C'est un premier point. Mais là, c'est global. Et il faut qu'on parle donc des conséquences particulières pour notre pays, la Martinique. Alors, évidemment, les conditions de vie des gens sont détériorées et principalement, la santé est affectée. On a déjà parlé de l'effet sur les parents enceintes, mais d'une façon générale, le fait que les poumons soient intoxiqués, ça ne peut qu'aggraver les maladies qui sont déjà existantes, les difficultés qui sont déjà présentes, puisqu'on connaît l'empoisonnement aux pesticides et notamment au chlordécone, mais quand en plus vient se rajouter le gaz produit par les sargasses en décomposition, on ne peut que reconnaître que c'est un problème majeur de santé publique. Ça, c'est pour la question de la santé. Mais il y a également la question sur le niveau de vie. Parce que tout le monde sait que les appareils électroménagers sont défaits, que les restaurants, les commerces qui sont à proximité des côtes voient leur chiffre d'affaires tomber drastiquement. On sait également que, au-delà des questions de détérioration concrète, cela a des conséquences sur le niveau de vie parce que les gens
qui doivent racheter un réfrigérateur, les gens qui ne peuvent plus travailler, ils ont les impôts à payer. Ils ont des choses naturellement très coûteuses du quotidien à continuer à consommer. Donc, l'État qui est responsable, on va en parler, il ne va pas vous dire, bon, comme vous êtes pollué par les sargasses, que vous avez perdu votre électroménager, que vous ne pouvez même parfois plus vivre dans votre maison, puisque tous les soirs, on vous dit, oui, le taux de juste. Alors, le conseil que nous vous donnons, c'est de ne pas rester dans les zones affectées. Ça, ouais, il dit où ça, mais où allez-vous? Quel logement allez-vous louer? Donc, tout cela, l'État le sait, mais alors, oui, ça passe. Oui, ça passe. Voilà, petit incident technique. L'État ne dit pas, comme vous êtes paralysé économiquement, financièrement, par un problème de catastrophe naturelle qui ne dépend pas de vous, je vous fais grâce de vos impôts. L'État ne dit pas, eh bien, vous n'allez pas payer vos agios à la banque, etc. Ils s'en moquent royalement. Ce qui veut dire que problème de santé, problème de destruction de l'économie, mais problème de difficultés financières aggravées par la cécité de l'État qui est responsable de ce problème. Alors, il y a quelques jours, je vous parlais de la déclaration de M. Macron face à ses armées quand il faisait ses vues. Et il disait, ce sont nos eaux territoriales, c'est grâce à ça que nous sommes une puissance, et il nous faut dépenser des milliards pour renforcer notre présence, pour assurer que nous pourrons faire des installations militaires sous-marines pour protéger nos intérêts. La mer lui appartient. Les collectivités locales n'ont pas mise sur cela, c'est ses affaires. Donc, quand les sargasses qui sont sur sa propriété, qui lui assure une puissance internationale, viennent chez vous, que lui ne les retient pas, c'est lui qui est responsable de la pollution et de tous les dégâts dont nous avons parlé. Alors, non seulement il ne faut faire pas grâce de l'argent qu'il raquette de vos portefeuilles, mais en plus, cela met en difficulté les collectivités locales, les municipalités, etc., qui dépensent leurs maigres avoirs, maigres parce que les dotations globales sont supprimées, sont diminuées plutôt, que le Macron empêche qu'on paie les taxes d'habitation pendant qu'il vous assassine avec des taxes foncières, donc, et sa TVA, etc. Donc, l'État qui envoie, qui laisse ses sargasses, qui ça lui appartient, c'est sur son territoire, venir chez vous, polluer votre environnement, et attaquer votre santé, appauvrir vos collectivités, cet État-là devrait être responsable de tout cela. Il y a un député français qui était de passage en Martinique il y a une dizaine de jours, Bompard, de la France Insoumise, qui, en écoutant cela, dit, mais je vous dis que si ce phénomène-là concernait les côtes françaises, en une semaine, le gouvernement aurait pris toutes les dispositions pour y mettre fin. Et c'est vrai, puisqu'il y a des algues en Bretagne et ailleurs, les puissances occidentales prennent des dispositions. C'est pas que c'est une colonie. Donc, il laisse le pays couler. Quand il aura éliminé le peuple martiniquais avec son génocide par substitution, il va trouver des fonds pour nettoyer les côtes. Donc, c'est criminel. En fait, dans le quotidien, vous savez que si vous avez un voisin qui a une fuite d'eau, qui ne contrôle pas ses canalisations, que cette eau-là vient chez vous détruire vos affaires, vous allez devant la justice et on condamne celui qui est à l'origine de la destruction. Ça, c'est le droit français. Au niveau de l'État qui, donc, laisse les sargasses partir du domaine, de son domaine réservé, venir vous polluer, et puis ne pas prendre de dispositions pour vous indemniser, sérieusement, c'est encore perpétuation du crime qu'il a commis avec les pesticides. Donc, il faut qu'on comprenne bien la responsabilité de l'État dans cette affaire-là.
et que sur la façon dont nous pourrons régler les problèmes, on ne peut pas faire confiance à l'État français. Alors, ces visites ministérielles, je vous rappelle qu'il y a quelques années, son nom m'échappe, il y a un ministre de l'Environnement qui était venu ici et qui avait dit, bah non, dans un mois, je vais régler ça. Les ministres viennent parader, manger des petits fours, prendre un petit punch et faire des déclarations et ils repartent sans à aucun moment régler réellement le problème. Récemment, cette semaine, il y a eu un ministre des Affaires sociales, je crois. Je ne tolère pas que des aidants familiaux ne peuvent pas suivre. Je vais faire ça. Je vais prendre des dispositions. Premièrement, du cinéma, parce que le jeune n'a aucun pouvoir. C'est le gouvernement et ses donneurs d'ordre qui décident en fin de compte. Et puis les gens sont contents. Alors, ce qu'il faut que nous tirions comme conclusion, c'est que la solution ne peut pas venir du pouvoir colonial ou des engagements de ces ministres. Et quand on se contente de dire, donnez-nous des moyens, donnez-nous des moyens, les subventions vont toujours au gros, il faut nous donner des subventions, il ne s'agit pas de dire, ne luttons pas pour avoir d'autres buts. Il faut le faire, il faut mettre l'État devant ses responsabilités. Mais il faut savoir que ce n'est pas la solution définitive, ni en ce qui concerne l'empoisonnement de nos sols et de nos personnes, ni les problèmes de vie chère, puisqu'ils sont libéralisme économique, dans aucun domaine. Donc, il s'agit, et cela va nous amener à parler de la question de la déconstruction tout à l'heure, de comprendre que toutes les solutions ne peuvent venir que de nous et que pour cela, il nous faut avoir un pouvoir politique, une souveraineté politique réelle. Voilà ce que je voulais dire concernant l'invasion des Sargasses. Et là, je vais parler du séisme en Turquie et en Syrie. Vous avez entendu, séisme à répétition, 7,8 sur l'échelle, donc c'est déjà très grave. Plus de 25 000 morts pour la Turquie et la Syrie, 80 000 hospitalisés et les instances internationales disent 23 millions de personnes dans la détresse matérielle ou psychique, au minimum. C'est-à-dire les moyens de logement détruits, n'ayant plus accès à la nourriture, à la protection dans les zones où il fait froid, etc. Ça, c'est le tableau. Mais quand nous avons dit ça, il nous faut comprendre, premièrement, que la gravité des dégâts, les souffrances que la majeure partie des gens subissent sont directement liées à la façon dont la société est organisée. Prenons la Turquie. Il y a des dizaines d'années déjà qu'il y avait eu des scandales. Il y a déjà des séismes qui s'étaient produits là. Mais il y avait déjà des scandales qui disaient qu'il y avait des mafias qui contrôlaient le monde de l'immobilier, la construction, et qui faisaient des édifices qui ne répondent pas aux normes, qui ne sont pas fiables. Et donc, évidemment, quand il y a des séismes, on a les chiffres que nous venons de rappeler. Cette fois-là encore, il y a déjà une vingtaine de personnes arrêtées parce que les modes de construction n'étaient pas valables, donc c'était le scandale de l'immobilier, mais ce n'est pas parce qu'il y a un séisme que le gouvernement découvre que ces gens-là construisent des immeubles qui ne sont pas fiables. Donc, les mouvements, les pays capitalistes, libéraux, à économie libérale plus largement, tolèrent que des mafias contrôlent l'immobilier, tolèrent que des passe-droits se fassent pour avoir des autorisations de construction. Parce qu'en général, les mafias financent les grands partis politiques qui arrivent au gouvernement. Donc, il y a ce problème de la construction même de la société libérale et les mafias qui mettent sur le marché des logements insalubres, ils sont des criminels. Mais ce ne sont pas les seuls responsables. Parce que quand vous voyez la différence de conséquences en matière de dégâts dans un pays dit sous-développé et puis dans un pays dit riche. Par exemple, au Japon, il y a des séismes
exceptionnellement, vous avez des régions où le taux de mortalité est important, mais le fait que ce pays-là dispose de financement et d'infrastructures importantes limite les conséquences. Et dans les pays occidentaux, comment dirais-je, capitalistes, il y a des normes qui sont imposées. Il y a des normes qui sont imposées, désolé, il y a des petits incidents techniques là. Il y a des normes qui sont imposées en matière de construction, de parasismique, etc. Parce que ces gens-là, c'est leur pays, ça les concerne. Donc, ils se prémunissent. Et le nombre, les conséquences peuvent être mieux maîtrisées. Ce qui veut dire que si un gouvernement s'attache à développer la prévention, des mesures de sécurité, les conséquences sont évidemment beaucoup moins graves. Et quand des gouvernements, des pays impérialistes empêchent que des zones où les peuples sont amassés ne se prémunissent, ne se développent, ne préviennent les séismes, ne disposent pas des moyens de construire, ils sont au même niveau que les mafias qui construisent des immeubles de mauvaises conditions. Ça veut dire qu'ils sont responsables de crimes. Parce que un gouvernement, je prends le gouvernement français, le gouvernement français qui maintient la pauvreté dans ses colonies. Voyez ce qui s'est fait à Mayotte. Voyez ce qui se fait à Mayotte aujourd'hui. Ne donne pas aux possibilités aux gens de se former, de s'organiser, de construire des immeubles sécures. Ils interdisent à ces gens-là d'avoir des provisions, des salaires qui leur permettent de construire des édifices où ils sont protégés. Et ils savent que s'il y a un tremblement de terre, ces gens-là seront les principales victimes. Donc, il y a la question du système politique, comme on l'a dit pour les Sargasses, qui se pose encore une fois ici, parce que on n'est pas prémunis. Je pense que nous devons être conscients que la Martinique est dans une zone sismique. On peut avoir des réveils volcaniques, mais on peut avoir tremblements de terre majeurs. On a déjà eu des tremblements de terre majeurs qui ont ravagé dans l'histoire, la capitale, etc. Mais on n'est pas à l'abri et beaucoup de scientifiques ont déjà dit que vu la fréquence des tremblements de terre importants, nous sommes en retard. Il est étonnant que nous n'en ayons pas encore un. Donc, nous sommes concernés par la prévention, par l'organisation de l'éducation. Si on ne voit pas conscience de ça, on vit, oui, c'est bien, il faut se divertir, il faut aller courir le carnaval, mais dans notre vie, nous devons prendre conscience de ce danger-là qui pèse sur nos têtes pour exiger que les autorités politiques nous préparent le pays à affronter ce genre de catastrophe. Le pouvoir colonial ne le fera jamais. Donc, ça c'est le premier gros point que je voulais faire concernant le séisme en Turquie. Mais le deuxième point que je voudrais dire, c'est la question de la solidarité internationale qui se manifeste chaque fois qu'il y a ce genre de catastrophe. Alors, on entend, je vais envoyer des camions, oui, il faut se réunir, etc., parce que le pays ne pourra jamais se sortir sans l'aide internationale, ce qui est vrai. Mais qu'est-ce que ça nous indique cela? Ça veut dire que nous sommes dans un monde globalisé et que sans la cohésion internationale, on ne peut pas affronter les défis. Le problème majeur dans cette affaire-là, c'est que ceux qui accaparent les richesses, les pillards impérialistes, se prémunissent, aident ponctuellement les autres pays qu'ils maintiennent sous leur domination et quand il y a des catastrophes, mais ne portent pas de solution globale. Et la solidarité ne peut pas être simplement après la catastrophe, elle doit être institutionnalisée entre tous les pays de façon à ce que les ressources, les moyens scientifiques, les connaissances soient collectivement mises en œuvre pour la protection des peuples partout dans le monde, ce qui n'est pas possible quand on est soumis
à la dictature impérialiste de quelques pays, notamment occidentaux. Je dis notamment occidentaux. Et puis, on voit également que cette aide est cyniquement utilisée à des fins politiques. Rappelez-vous, quand on a commencé à parler de l'aide après le séisme en Turquie en Syrie, la préoccupation des Occidentaux, il ne faut pas donner au président syrien les aides directement pour qu'il organise son pays. Là, il est chef d'État, il est à l'ONU jusqu'à nouvel ordre. On ne va pas donner au président Assad, les moyens directement d'aider, parce que les gens vont dire, ah, il est gentil, ça va le renforcer, oh, il faut l'isoler. Mais c'est criminel. On va donner aux zones rebelles, mais il ne faut pas que ça passe par le gouvernement, hein, parce que ça va lui donner une position de force dans les zones rebelles. Mais alors, à qui va-t-on donner? On va recenser des organisations non gouvernementales pour donner l'aide. Alors, mais ces organisations non gouvernementales qui sont civiles, sont-elles manipulées, oui ou non, par l'Occident? Les casques blancs sont-ils une création d'un ancien des services secrets britanniques, oui ou non? Donc, on va profiter de cette catastrophe pour renforcer les rebelles contre le régime. Alors, le président syrien a dit, j'autorise malgré tout, parce que je mets en priorité la résolution du problème. Mais ça nous montre que la question des aides, c'est aussi des moyens de chantage, des moyens de politique de contrôle. Alors, dernier point que je souhaite, qu'on a déjà suggéré, c'est la question de la prévention. J'ai dit que notre pays doit s'attendre à ce genre de catastrophe. En plus de cyclones, ce genre de catastrophe-là, nous devons nous y préparer. Le gouvernement français ne va pas nous y préparer. Et ce n'est pas quand un jour on fait un exercice d'évacuation dans un établissement qu'on se prépare à affronter. Les recommandations faites par Kerali dit que les experts des affaires martiniquaises ne peuvent être que des Martiniquais. Les recommandations faites par Albéric Marcelin depuis des dizaines d'années qui portent sa contribution, eh bien, si elles étaient appliquées comme politique d'État en Martinique, nous auraient protégés. Mais là, nous sommes soumis à un pouvoir colonial. Mais ceci dit, il ne nous faut pas nous contenter de dire l'État ne fait rien, il faut nous dire que nous devons prendre la main là aussi pour nous préparer aux catastrophes. Et comment? D'abord, par la question de l'organisation dans les quartiers, de la solidarité, par la réorientation de la politique des collectivités locales, je pense à la CTM. La question de la prévention, de la préparation, ça doit être un axe majeur, comme celui de l'autosuffisance alimentaire, qui détermine l'action, les orientations politiques et les choix budgétaires de la collectivité locale. Mais pas seulement l'organisation de la préparation de l'éducation, mais de la résolution des conditions pour pouvoir mettre en œuvre les politiques de prévention. Je prends l'exemple de la question des titres de propriété, qui n'est pas réglée, parce que l'État colonial a maintenu la domination de la caste béquée sur le pays. Parce que les esclaves libérés, que les esclavagisés libérés ont été privés de titres de propriété, de cases et de jardins. Ces gens-là, jusqu'à présent, ils sont dans une situation stable. Ils ne peuvent pas faire une demande de permis pour faire quelque chose de valable. Il faut politiquement poser ce problème-là au niveau étatique pour dire cette question de l'accès à la propriété des gens afin qu'ils puissent construire dans des normes, etc., qu'ils ne soient pas obligés de faire comme ils peuvent avec les moyens du bord. Donc, il faut que la collectivité s'empare de cette question-là en même temps qu'elle programme la structuration dans tous les quartiers, dans toutes les communes, hein, des associations, des populations qui puissent prévenir ces choses-là. Et je tiens quand même à rappeler, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette radio, le crime reconstitue le traitement qui est fait à
Emmanuel Marilus, martiniquais, qui a inventé des moyens de protection en cas de séisme, sécurité, etc. Nous avons un martiniquais qui a imaginé des structures qui protègent les gens de la mort. Cela est établi. Depuis des dizaines d'années, il se bat. Il n'a pas le soutien qu'il devrait. Ça devrait être un joyau national. On devrait déjà avoir une usine en Martinique qui fabrique cela, qui assure à son inventeur des revenus, mais qui protège notre population et qui, contrairement au tourisme, nous permet de conquérir des marchés, y compris en Turquie, en Syrie et dans toute l'Amérique, en fait, partout où existent les tremblements de terre. Cela repose la question du pouvoir politique. Nous n'avons pas suffisamment confiance en nos capacités, en nos possibilités et surtout, nous n'avons pas suffisamment confiance dans le fait qu'un pouvoir colonial allié à une caste suprémaciste ne va jamais nous permettre de régler ces problèmes-là. Alors, nous choisissons de défendre nos familles, nos intérêts, notre pays, ou bien quoi? Je vous laisse porter les réponses vous-même. Alors, on va peut-être faire une respiration musicale parce que je vais entamer une la partie des constructions qui risque d'être un petit peu plus longue. Alors voilà, partie musicale. On peut